Bon, on va s'attaquer à une vidéo très très lourde. On va écouter Emmanuel Macron nous expliquer en quoi la censure est nécessaire pour notre démocratie, pour notre avenir, pour notre santé, pour notre sécurité, bref, pour tout le monde dans cette société. Et vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons. Franchement, cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Oui, mais je ne peux plus supporter Emmanuel Macron. » Je vous en supplie, écoutez-la. Je vais vous montrer des choses qui vont casser son narratif, qui vont aller à l'encontre de son narratif, et je vais vous montrer la véritable face du système. Je vais vous montrer la vérité. Et vous allez voir que ce type, il n'est pas à un mensonge près, mais surtout, il est prêt à aller n'importe où, à n'importe quel prix, pour pouvoir avoir cette censure du système informationnel, afin de pouvoir lobotomiser les cerveaux et surtout conserver son pouvoir, et pouvoir aller plus loin dans cette construction de l'Europe, etc. Enfin bref, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ont besoin d'instaurer cette censure, cette régulation de l'information. Voilà, ils ont besoin de devenir Big Brother. Et ils sont en train de créer Big Brother. Et ils te le disent droit dans les yeux, avec de la novlangue, style 1984 de George Orwell. C'est un vrai film de science-fiction. J'ai même envie de vous dire, la réalité a largement dépassé la science-fiction et a largement dépassé 1984. D'ici le début de l'année 2026, Emmanuel Macron nous l'a dit, dans l'autre vidéo que j'ai faite sur cet élément d'information qu'il nous donne, il nous a expliqué qu'en gros, 2026, début 2026, les outils arriveront, ils seront opérationnels et la censure commencera. Donc, d'ici le début de 2026, on aura dépassé très largement la science-fiction. Big Brother aura pris vie et nous serons complètement soumis à sa propre volonté. Nous n'aurons plus le choix que de suivre ses règles, sinon, eh bien, une fois que le crédit social arrivera, nous serons tout simplement éjectés de cette société, nous serons sanctionnés. Ils nous tueront socialement, économiquement, physiquement, peut-être même professionnellement. Bref, ils vont nous avoir sur tous les plans. C'est une longue introduction, mais vraiment, je vous invite véritablement à suivre cette vidéo et à la partager à tous ceux qui y croient encore aux belles paroles de ce menteur qu'est Emmanuel Macron. Et surtout, au-delà de ça, les mensonges du système. Parce que le système, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron. C'est tout ce qui se cache derrière lui et autour de lui. Donc on va commencer, il y a un long extrait que je vais vous passer sans vraiment le couper, il faut vraiment voir tout l'extrait dans sa globalité pour bien comprendre, et à partir d'un certain moment, je vais le couper assez régulièrement, parce que vous allez voir, il y a énormément de choses à débunker ou à expliquer. On passe sur mon écran et on s'y met tout de suite. Au passage, avant de commencer, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un carnet, j'ai 7 feuilles. 7 feuilles bien remplies, hein. Vous voyez, je ne sais pas si la caméra le capte, j'ai 7 feuilles bien remplies de choses à vous dire. Alors j'espère que je vais rien oublier parce que cette vidéo elle est très importante, il faut vraiment aller en profondeur. Malheureusement, les grosses vidéos comme ça, c'est parfois compliqué, on oublie des choses, on est entraîné dans le feu de l'action, entre guillemets, dans le feu du direct, de l'enregistrement, et des fois on peut dire des bêtises, il y a des mots qui se mélangent un petit peu dans notre esprit. Je mettrai des petites notifications sur l'écran si jamais ça arrive, mais surtout j'espère ne rien oublier, parce que ce qu'il dit là, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il a ressorti une autre vidéo dans un autre média, et j'ai pas encore regardé, mais à mon avis, on a la même sauce, mais avec un novlangue un petit peu différent. Mais bon, globalement, là, il nous dit tout ce qu'il y a à savoir. Donc, c'est vraiment une vidéo capitale, il faut comprendre ce qui va nous arriver, et c'est pour ça, vraiment, qu'on doit se concentrer sur ce qu'il va dire. Je vais faire lecture, je vous laisse écouter, et j'interviens dès que possible. Non, merci beaucoup, et pardon, excuse-moi. Et merci d'avoir commencé par ce sujet. Peut-être, je voudrais prendre 2 pas de recul pour dire de quoi on parle. Parce que, en vrai, quand on parle de la dépêche, on sait, vous achetez un numéro, vous vous abonnez, il y a des compléments de revenus avec les annonces légales ou la publicité, mais le cœur du métier, je fais le choix de payer une information. Alors après, je sais qu'il y a des journalistes, on va y revenir, je crois que c'est le deuxième thème que vous avez dit, mais j'ai un modèle économique que je comprends, et qui est transparent pour tout le monde. Et puis après, j'aurai des informations, j'aurai des éditos, et puis c'est vrai pour la presse quotidienne régionale, nationale, la presse hebdomadaire. C'est comme ça qu'on forge l'opinion publique dans notre démocratie. Depuis tout à l'heure, on parle des réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas faire si je puis dire, de caricature. Je vous l'avais d'ailleurs très bien dit. Il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire le fait qu'on puisse s'exprimer, entendre des voix, avoir des contestations, avoir des opinions dissidentes, avoir accès à telle ou telle alerte qu'on n'aurait pas sans les réseaux sociaux, formidable. C'est un acquis des réseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, en quelque sorte, tous adhéré. Le fait que ça s'ouvre maintenant, que ça circule, que des chercheurs, grâce au réseau, échangent avec des collègues de bout du monde ou avec une autre discipline qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y a une belle histoire des réseaux sociaux. Et n'oublions jamais d'ailleurs qu'avant ces réseaux Internet, naît d'une perspective scientifique et d'une volonté de coopération internationale. Mais si j'en viens aux réseaux sociaux tels qu'on en parle depuis tout à l'heure. Voilà.
Donc en gros, les réseaux sociaux, c'est génial, ça nous permet de communiquer entre nous, ça nous permet d'échanger des informations, de lancer des alertes, etc. Bref, ça a plein d'avantages, mais il y a un mais. Ça fait partie de l'histoire, c'est l'histoire des réseaux sociaux, c'était une belle histoire incroyable, mais aujourd'hui, ça pose problème. Et écoutez ce mais, parce qu'il est là, le mais. Ils ne gagnent pas d'argent en donnant de l'information. Elle n'a pas de valeur dans les réseaux sociaux. Ils font de l'argent en vendant de la publicité individualisée. Et si on revient à la base de ce qu'est le modèle économique, on comprend quel est leur intérêt. Et donc nous tous, on produit quoi? Des contenus, des données, des préférences. Mais on ne leur rapporte pas d'argent quand on écrit un message sur Twitter. Je dirais même qu'on en coûte en diffusion, c'est microscopique. Mais eux vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils vont vendre à des annonceurs qui d'ailleurs, ce faisant, vont quitter la presse ou les autres formes d'annonces parce qu'on va leur dire, moi je peux vous vendre votre publicité de manière beaucoup plus intelligente parce que je sais plein de choses sur ces personnes par mes réseaux. Parce que je le suis, je sais ce qu'il va regarder comme vidéo à telle heure, je sais ce qui l'amuse, ce qui l'intéresse. Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'une infrastructure d'information comme si c'était une infrastructure d'information. Mais ça n'en est pas. C'est un formidable, ce sont des plateformes d'échange de vidéos ou de messages, mais dont l'objectif est de vendre une publicité individualisée à des annonceurs et faire beaucoup d'argent avec ça. Donc, les vidéos et les messages que vous partagez sur les réseaux sociaux ne sont juste là que dans un seul objectif, vendre de la publicité. Ça, c'est le raccourci qu'utilise Emmanuel Macron pour mettre une cible sur les réseaux sociaux. Mais on va y revenir juste après, écoutez la suite. Je crois qu'on a remis les choses comme ça, et ce n'est pas un jugement de valeur à leur égard. C'est leur modèle économique. Qu'est-ce qui ensuite maximise ce modèle économique? Pas que vous ayez les idées les plus intelligentes à échanger sur les réseaux sociaux, qui est le maximum d'excitation. Et là aussi, c'est prouvé, documenté. Et donc, ils conçoivent et construisent leurs algorithmes pour que vous alliez de plus en plus sur ces réseaux, que vous ayez de plus en plus d'excitation, et donc qu'ils puissent pousser de plus en plus de contenus qu'ils vont pouvoir monétiser. Et donc, vous vous retrouvez dans un espace que nous traitons comme un espace informationnel, mais dont l'objectif est de vendre de la publicité individualisée, et qui va lui-même concevoir son propre fonctionnement pour créer de l'excitation. Ce qui fait que l'ordre de mérite au sein de ce réseau, tout en bas, c'est l'argument. Parce que l'argumentation, elle ne crée pas d'excitation. Moi, j'aime bien discuter avec vous aujourd'hui, on va le faire pendant 2 heures, vous aussi, vous aimez bien lire des livres. Je l'espère. Et je pense qu'il a été dit tout à l'heure est très juste. Mais ce n'est pas ce qui va créer le plus d'excitation. Il y a un principe addictif de base qui est en train de se construire. L'argumentation est moins forte que l'émotion. Et l'émotion positive est moins forte que l'émotion négative. Et d'ailleurs, regardez bien sur les réseaux sociaux, ce qui maximise, c'est l'émotion négative. Et donc je repose ça d'emblée de jeu sur la discussion qu'on a, c'est-à-dire que ce serait un miracle si ça se passait différemment, au moment où on en est, parce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure comment on devrait avoir un discours scientifique rationnel, alimenté par l'esprit critique et par la science, dans un espace qui est construit pour faire exactement l'opposé. Donc on doit nous-mêmes en tirer les conséquences, même si on est devenu super dépendant. C'est ça le point où on en est. Voilà, c'est ça le point où on en est. En fait, là, ce qu'il est en train de te faire, il te décrit les réseaux sociaux comme une plateforme qui n'existe que pour faire de l'argent via des placements publicitaires, et que donc les contenus qui sont mis en avant, ce sont ceux qui sont les plus racoleurs, ceux qui vont avoir le plus d'effets émotionnels sur ceux qui vont interagir avec ces contenus. Or, c'est exactement le fonctionnement de la presse qui est dite indépendante. Ils utilisent de la publicité sur tous leurs sites. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un journal type Le Monde, etc. en ligne. Vous avez des pubs partout. Il y a des pages de pubs absolument partout. Ces gens-là font des gros titres racoleurs pour attirer le public. Des fois, c'est juste le gros titre. Et puis ensuite, quand t'es dedans, il y a 3 lignes, c'est de la merde. Mais bon, c'est trop tard, t'es allé dedans. Et si t'as pas des bloqueurs de publicité, t'en as absolument partout. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ça ne rapporte plus rien. Déjà, les gens ne consomment plus ces plateformes-là, parce que bon, on a compris que c'était beaucoup de propagande, et que souvent c'était des pièges à cons. Je suis désolé pour le terme, mais comme je viens de vous le dire, t'as un titre racoleur, t'arrives dedans, et le sujet, il est bâclé, il n'y a rien à voir, ou c'est creux, enfin bref, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Et donc, les gens n'y vont plus, d'une part parce qu'ils sentent bien que c'est de la propagande, ensuite, c'est pas intéressant, et donc les plateformes ne gagnent plus d'argent. Alors que, à contrario, les réseaux sociaux, ils attirent tout le monde, ils drainent le public, ils gagnent de l'argent. Alors du coup, il met la cible sur les réseaux sociaux pour dire oui, mais attendez, les réseaux sociaux, ils gagnent de l'argent et c'est à cause des publications racoleuses. Sauf que quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est souvent de la merde qui est mis en avant. Je suis désolé, c'est le divertissement. Et d'ailleurs, plus tard dans la vidéo, il va en parler, vers la fin, vous allez voir, il va parler du TikTok France versus
TikTok Chine et vous allez voir que c'est très différent. La Chine, c'est modèle éducatif, limite militaire, et là je cite ces mots, alors que chez nous, c'est du divertissement, c'est de la daube. L'information, entre guillemets, dissidente, d'opposition qui va toujours aller à l'encontre du système, c'est-à-dire ceux qui vont dénoncer toutes les dérives de ce système, c'est minoritaire, parce que c'est des boucles algorithmiques. On est enfermé dans ces boucles. Tout est fait pour essayer de minimiser l'impact déjà actuellement de certaines informations. On l'a vu pendant la période du Covid. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo, vous allez voir. Désolé, j'ai un petit peu le... Enfin bref. Et tout est fait pour enfermer les gens dans ces bulles algorithmiques afin que la masse n'ait pas accès à certaines informations. Donc ce type-là, il est en train de te dire n'importe quoi, juste pour pouvoir lancer son débat, juste pour pouvoir légitimer en fait cette action auprès du grand public qui lui n'y connaît rien, lui n'a jamais été sur un réseau social juste pour s'informer, non, il y va pour se divertir, etc. Et donc, lui il est lambda, c'est un normie, il est endormi, voilà, il a bouffé ça toute l'année, toute sa vie, forcément, il peut pas comprendre la novlangue, il peut pas comprendre le fond du problème. Mais en tout cas, on te le vend comme ça. Il faut bien comprendre que c'est une fausse information. On se fout littéralement de nous. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Là, je vous mets juste dans le contexte, je vous explique pourquoi Emmanuel Macron nous prend déjà pour des idiots à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ce qui arrive dans son discours juste après. On repasse sur mon écran, écoutez. Alors, pour aller droit au but, comme on dirait dans une autre région et pour d'autres clubs, pas de rugby mais de foot, sur votre question, je pense que maintenant, il y a plutôt un consensus scientifique pour dire qu'il faut protéger nos enfants et nos ados. Parce que justement, quand ils vont sur ces réseaux, ils créent beaucoup de dépendance, ils augmentent le temps d'écran, on a des gros problèmes de vigilance. Et ça, je le parle sous le contrôle des scientifiques qui sont là. Je parle sous le contrôle des scientifiques qui sont ici. Alors là, c'est vraiment incroyable. Je vais vous faire une petite lecture sur les scientifiques qui sont ici. C'est une lecture d'Aldostéron. Vous allez comprendre comment fonctionne la science actuellement et comment fonctionnent les scientifiques qui sont au service du pouvoir, au service d'Emmanuel Macron, au service du système. Et j'ai envie de te dire, heureusement pour lui, qu'il n'y a que ces scientifiques-là dans la salle, ceux envers qui il se remet pour pas aller sous leur contrôle. Parce que si c'était d'autres scientifiques, ceux que le système ne valide pas, je pense que la discussion serait différente, ce ne serait pas un monologue, il y aurait un échange, et je pense que ça tirerait dans tous les sens à boulet rouge. Donc, je parle sous ton contrôle, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, regardez derrière, reculez un tout petit peu cette vidéo, regardez comment les deux personnes qui se trouvent derrière lui rigolent quand il te parle d'équipe de foot et d'aller droit au but. Les mecs, ils ont aucun respect pour le président, c'est juste à mourir de rire, quoi. On ne sait pas totalement, pour être rigoureux, il y a peu d'études scientifiques qui ont montré des causalités directes. Mais elles établissent des corrélations tellement systématiques qu'on voit bien qu'une bonne politique, c'est quand même maintenant d'en tirer les conséquences. Mais on a des problèmes d'attention, on a des problèmes d'apprentissage, on a des problèmes de sédentarité chez nos jeunes et nos ados qui sont liés à l'exposition du temps d'écran. Ils vont jouer différemment et vont du coup être beaucoup moins mobiles, ce qui est terrible pour la prévention en termes de santé publique. Alors, là, vous allez voir, il va commencer à faire un espèce de mélange entre vérité et mensonge pour te faire un super mensonge que tu vas accepter. En fait, il va tirer sur ta corde sensible parce que nos enfants, ce sont notre corde sensible. Il va utiliser des vérités. Voilà, il y a eu des documents, il y a eu des rapports, il y a eu des enquêtes, il y a eu des recherches dans ce sens qui prouvent qu'effectivement, les écrans, les réseaux, etc., ça va poser des problèmes à tes enfants. Et il va utiliser ça pour tirer sur la corde sensible, pour pouvoir tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux, et surtout sur l'information qui circule. Mais à aucun moment, il va te parler d'information. L'information, elle arrive après. Là, il va te faire une liste d'exemples sur l'utilisation globale des réseaux sociaux. Parce que vous et moi, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux, enfin, peut-être moi, peut-être vous, on est d'accord, on utilise les réseaux sociaux pour s'informer, mais la majorité des gens, ceux qui sont endormis, les normies, ceux qui mangent ça matin, midi et soir, ces gens-là, vous êtes d'accord qu'ils n'utilisent pas les informations qui sont sur les réseaux sociaux pour s'informer. D'ailleurs, l'algorithme, lui, ne leur propose quasiment pas. Il va leur proposer du divertissement. Il va leur mettre de la merde littéralement dans la tête. Et ça va leur vider de leur substance, voilà, c'est de la dopamine. On te charge de dopamine, on te nourrit avec de la dope, des divertissements divers, comme on a pu le voir par un moment avec Fortnite, il y avait une mode où tu avais les gosses qui dansaient tous sur des danses un peu bizarres, et chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a des nouvelles trends, etc. Bref, on te nourrit avec cette merde. Mais à aucun moment, il te parle des informations. Il te parle vraiment du divertissement, mais tu vas voir qu'il va tout mélanger, il va tirer sur le corde sensible, juste pour te rendre sensible à ce qu'il est en train de dire. Il construit son narratif. Et à la toute fin, tu vas voir, il va annoncer ses petites mesures. Alors, étape 1, 2, 3, 4, 5, on annonce tout ça parce que vous avez été sensible à ce que je suis en train de dire. Écoutez, vous allez voir comment il va mélanger le vrai et le faux.
Et à quel moment, en fait, il va commencer à mentir. Enfin, il a déjà commencé, mais à quel moment il va vraiment partir très très loin dans le mensonge. On a d'énormes problèmes de troubles du comportement alimentaire, par exemple chez les jeunes filles liées aux réseaux sociaux, parce qu'elles sont de plus en plus exposées à des référentiels d'images qui donnent un modèle complètement fantasmé de la femme, du corps, et qui créent pour les adolescentes des traumatismes terribles. Et on a une épidémie de troubles du comportement alimentaire. Alors, je ne sais pas si vous avez le même rapport que moi aux réseaux sociaux, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai connu le monde d'avant les réseaux sociaux. Et ce type de problématiques, je les ai toujours connues. Elles ont toujours existé. Par exemple, là on te parle des troubles alimentaires. Mais avant les réseaux sociaux, il y avait bien la mode, il y avait les magazines, etc. Vous savez, les trucs people qu'on voyait à la télé, etc. Enfin bref, la mode qu'on te faisait ingérer. Alors, on a eu la mode des femmes filiformes, et puis on a eu aussi l'inclusion, etc. et les rondeurs. Mais dans tous les cas, c'est une question de mode. Et c'est influencé par les médias, l'ensemble de la sphère médiatique. Donc, accuser les réseaux sociaux d'être à la base de tous ces problèmes, c'est un peu fort de café, sachant que ça a toujours existé. À partir du moment où il y a une influence, il y a des conséquences. Et les conséquences de ces médias, eh bien, ça se répercute sur la société, sur les jeunes, sur les moins jeunes, enfin bref, sur notre quotidien. Donc là, il est en train d'utiliser en fait des exemples qui sont effectivement déjà prouvés. On le voit dans notre société, on l'a déjà tous vu en fait. On a déjà quasiment tous fait les frais. Et donc, il utilise des vrais faits pour pouvoir nourrir son narratif, encore une fois. Et là, après, il va te parler de la pornographie, de l'âge, etc., d'accès. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'accéder à ce type de contenu, et c'est vrai que ça cause aussi de gros problèmes dans la société, mais encore une fois, il utilise des vraies problématiques de notre société pour construire son narratif qui va lui permettre d'appliquer la censure. Et vous allez voir qu'après, il va parler de TikTok, que ça va partir dans des niveaux militaires ou quasi-militaires, que d'un côté, on a l'information et l'éducation, et que chez nous, eh bien, on a l'adobe, le divertissement. Mais ça, c'est un choix. Je veux dire, la France aurait pu faire le choix de nourrir les réseaux sociaux avec exclusivement du contenu éducatif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'ils décident de le faire, quand on voit les dérives autoritaires qu'il y a, eh bien, ça sera dans l'idée de réinformer les jeunes, et vous allez voir que ce que je suis en train de dire, ça a du sens. Parce que, dans quelques phrases, il va y avoir une phrase clé. Et cette phrase clé, elle concerne l'éducation de nos jeunes. Écoutez la suite, restez attentifs parce que vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Et on a un trouble du comportement aussi chez les jeunes garçons parce que par les réseaux sociaux, ils accèdent au contenu pornographique beaucoup plus jeunes, quelles que soient les précautions prises par les parents. Et donc au moment où on est en train de se battre depuis des années sur l'égalité femmes-hommes, le changement des relations, il est prouvé que vous avez de plus en plus de jeunes et d'ados qui accèdent au rapport à la femme, au corps de la femme, par des contenus pornographiques très jeunes. Vous avez derrière des tas d'autres troubles qui naissent des réseaux sociaux, et la corrélation de l'augmentation de ces troubles chez les jeunes et de tout ce qu'on voit sur la santé mentale, elle est très bien corrélée avec l'extension des réseaux sociaux. Et en particulier de certains réseaux qui ont des algorithmes très sophistiqués qui créent beaucoup plus de dépendance. Donc pour toutes ces raisons, la commission écran l'avait établi, le consensus scientifique montre, je crois qu'il faut aller vers en effet une interdiction des réseaux sociaux jusqu'à un certain âge. Il y a un consensus pour dire aujourd'hui, il ne faut pas d'écran avant 3 ans. Il ne faut pas d'écran avant 3 ans, c'est très mauvais. Et ça, c'est la responsabilité des parents, d'accord ? L'État n'a pas à venir dans ta maison, te prendre tes écrans ou interdire l'accès aux parents aux écrans pour être certain que les enfants n'aient pas accès à ça. Il ne peut pas le faire, il n'a pas les moyens de le faire. Par contre, à terme, eh bien, ils vont se doter des moyens en pouvant contrôler l'âge des gens qui utilisent les réseaux sociaux, par exemple. Et ça, c'est une porte dérobée, entre guillemets, pour commencer à contrôler l'identité des gens. Vous allez voir, là, il commence avec les jeunes. Et c'est vraiment sur ça que j'appuie. C'est pour ça que je trouve que cette vidéo, elle est très importante et vous devez un maximum la partager aux gens qui ne comprennent pas. L'âge d'accès aux réseaux sociaux, c'est une porte ouverte qui va leur permettre d'instaurer eh bien, ce système de vérification de l'âge et surtout de l'identité. Parce qu'un petit peu plus loin dans la vidéo, quand on va revenir sur l'information, qui est le cœur finalement de tout son projet, eh bien on te parle de la fin, de la levée de l'anonymat. Donc en fait, les 15 ans, puisque c'est l'âge à laquelle ils veulent mettre la majorité numérique, les 15 ans des enfants sont en fait la porte ouverte vers la fin de l'anonymat pour pouvoir responsabiliser les gens. Je vous laisse découvrir la suite. Pour ceux qui débarquent de la planète Mars et qui n'ont jamais vu mon contenu, qui ne savent pas de quoi parle cette chaîne, vous n'êtes pas prêts, d'accord ? Donc restez bien assis, prenez des pop-corn, détendez-vous, parce que la suite elle va être un peu rock'n'roll. Il faut éviter au maximum les écrans avant 6 ans.
On y reviendra sans doute dans la troisième partie, mais il faut, dans la pédagogie, limiter les écrans beaucoup plus qu'on ne l'a pensé. Et par exemple, les Scandinaves qui étaient allés très loin sur le tout digital ou le tout écran sont en train de revenir en arrière. Et sur les réseaux sociaux, il faut protéger, le débat existe, 14, 15, 16 ans, il faudra qu'on finalise. Mais il faut protéger nos enfants. Et on est plutôt en train d'essayer de construire une coalition en Europe pour ça. Donc ça, la coalition en Europe, on l'a déjà traité dans une autre vidéo. Je vous ai dit, hein, la vidéo c'est simple, c'est clair, c'est net. Macron prépare la censure des réseaux sociaux. Voilà, il la prépare, mais pas que lui, unilatéralement. C'est avec l'appui de l'Union européenne. C'est même, j'ai l'impression, piloté par l'Union européenne. Puisque c'est l'Union européenne qui leur donne les autorisations, c'est l'Union européenne qui leur donne le matériel, les outils pour pouvoir contrôler l'identité des gens, etc. Donc, j'ai l'impression que tout ça, c'est piloté par Bruxelles. 14, 15, 16 ans, ils sont même pas d'accord sur l'âge qu'ils vont déterminer. Donc, potentiellement, ça pourrait encore bouger par la suite. Mais dans tous les cas, ça reste une porte d'entrée. Écoutez la suite. Mais il faut protéger nos enfants. Et on est plutôt en train d'essayer de construire une coalition en Europe pour ça. En parallèle, là aussi on y reviendra, il faut les former. Voilà, le mot est lâché, il faut les former, il faut les rééduquer. Alors quand on parle de former nos enfants, là on ne parle pas de l'éducation nationale, ça n'a absolument rien à voir. L'éducation nationale, elle fait déjà son travail, elle le fait mal, elle a du mal, hein, on lui donne plus les moyens, donc forcément c'est difficile, elle n'est plus à jour non plus, donc c'est aussi difficile, hein, je veux dire, le monde évolue tellement vite, ce qui se passe dans les programmes scolaires n'est plus du tout en adéquation avec l'évolution de notre monde. Donc quand tu vas à l'école, quand tu emmènes tes enfants à l'école, quand tu leur fais apprendre des compétences, eh bien il y a la moitié de ces compétences qui ne leur servira à rien. Mais le débat, c'est pas est-ce qu'on va éduquer nos enfants à l'éducation nationale ? Non, non. Là, c'est on va rééduquer les enfants, on va les éduquer à l'information. C'est ce qu'Ursula von der Leyen disait le 10 septembre 2025 dans son discours sur l'avenir de l'Europe, etc. Elle disait on va rééduquer les enfants à l'information. Et même pas que les enfants, même les adultes. On va rééduquer tout le monde. Voilà. Donc, ça c'est une phrase clé. On va rééduquer les enfants. C'est une phrase clé. C'est l'objectif. Parce que, comme l'a dit Amélie de Montchalin, si je dis pas de bêtises, derrière l'information, il y a la démocratie. Et derrière la démocratie, il y a la façon dont les gens se déplacent pour aller voter. Donc, on a bien un aveu que tout ça, c'est fait pour embrigader les jeunes, leur corrompre le cerveau pour qu'ils aillent voter pour le camp du bien. Évidemment, s'ils vont voter pour le mauvais camp, le système se défendra, il trichera comme il l'a fait en Moldavie ou en Roumanie. D'ailleurs, il va en parler. Mais le mieux, c'est quand même de formater les jeunes à aller voter pour le parti unique, c'est-à-dire Big Brother. Voilà. Écoutez bien, mais ça c'était vraiment une phrase clé. Écoutez bien parce qu'il y a d'autres phrases clés qui vont arriver par la suite. Donc ça c'est clé. Après, à l'âge adulte, ce que vous avez dit sur le complotisme scientifique et le discours anti-science est clé. Alors il repose sur le grand biais que je viens de décrire. Et en fait, ce que vous avez décrit aussi, c'est des témoignages de solitude de ceux qui acceptent d'aller encore sur ces réseaux et de résister à un mouvement qui est dominant et qui va dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment vous aider face à ça ? Alors là, il parle des scientifiques, des médecins, etc., qui travaillent pour le compte du gouvernement, de l'État, du pouvoir, du système, d'accord ? Ceux qui vont défendre la propagande. Comment on fait pour vous aider face à autant de défiance, à autant de personnes qui vont vous contredire ? Comment on peut vous aider ? Bon, moi j'ai une petite idée, hein. On supprime l'opposition, on supprime ceux qui vont à l'encontre de ce que vous disiez, et au moins, ce que vous disiez, ce que vous dites, et au moins, il n'y aura plus personne pour vous contredire. Voilà, ça c'est une façon de faire. Tu supprimes l'opposition, comme ça, bah voilà, t'es tout seul, c'est la pensée unique, c'est la science unique, et chacun peut imposer ce qu'il veut. Il suffit d'allonger les billets sur la table et de dire, voilà, moi je suis plus offrant, je veux que le narratif aille dans ce sens, et c'est la porte ouverte. Voilà comment ils vont les aider. D'abord, je pense qu'il y a une énorme contradiction. Il y a deux grands malentendus ou contresens dans le débat public aujourd'hui. Il y a un premier contresens, je dirais scientifico-démocratique, c'est la confusion qu'il y a entre le doute critique et la défiance. Le doute critique et la défiance. Vous allez voir, il va donner la définition des deux et vous allez me dire dans les commentaires lequel est encore possible aujourd'hui dans nos démocraties. Et dans quelques mois, quelques années, lequel sera encore possible et lequel sera supprimé. Je pense que vous allez avoir très vite la bonne réponse. Mais écoutez bien, la différence entre le doute critique et la défiance. Alors là, c'est magnifique. Écoutez. Le doute critique, c'est une bonne chose.
C'est-à-dire on m'enseigne quelque chose, j'apprends une connaissance, et puis à l'épreuve des faits, d'autres expériences, c'est la base même de la recherche scientifique, je parle avec beaucoup d'humilité sous le contrôle des sachants et des pratiquants, mais c'est ça le test. Vous avez cité beaucoup de philosophes, c'est ce que décrit Popper même dans la science, c'est que je dois douter même ce que j'ai connu pour montrer, et c'est comme ça que la connaissance va avancer. Ça c'est le bon doute, si je puis dire. Voilà, ça, c'est le bon doute. C'est, dans une société normale, un comportement sain. Tout le monde doit remettre tout en cause, doit douter de tout, des biens fondés de ce qui a déjà été fait, pour savoir si la suite sera aussi, tout aussi bien pensée. On doit remettre en doute absolument tout et tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui est, validé par le système, et tu ne peux plus le remettre en cause. Donc, le doute critique, oui, mais seulement si tu fais partie du camp du bien. Si tu fais partie du camp du mal, c'est-à-dire le nôtre, tu dois te taire. Tu n'as pas le droit d'exister. Tu n'as pas le droit à la parole. Tu n'as pas le droit de faire preuve de doute critique. Bon, je vous ai dit de le mettre dans les commentaires, mais voyez, je peux pas me retenir. Je suis obligé de le dire. Le doute critique n'est pas permis en Macronie. Point. C'est celui qui ne remet pas la connaissance que j'ai acquise sans raison, mais qui dit, à l'aune d'une expérience, d'une contre-vérification, je vais commencer à voir si la théorie que j'ai apprise est bien bonne. Mais il y a une méthodologie pour le faire. C'est à ne pas confondre avec la défiance. La défiance, c'est l'effondrement de la confiance à l'égard de tout contenu. Et c'est de dire, comme c'est une autorité qui m'a donné ce contenu, qu'elle soit scientifique ou politique, c'est une bonne chose et c'est un acte de résistance de me mettre à douter de ce contenu scientifique. La défiance, qui peut être un réflexe critique en démocratie, quand elle se systématise, devient plutôt un instrument massif de bêtise. Et aussi longtemps qu'on fera la confusion, qu'on confondra le doute critique et méthodologique avec la défiance systématique, on continuera de reculer. Donc là, ce qu'il vient de faire, c'est très malin en fait. Ce qu'il vient de faire, c'est de mélanger absolument tous les narratifs dans un seul concept, la défiance. C'est-à-dire que dès que l'État fait quelque chose, lui, il dit que l'opposition, elle le fait toujours dans la défiance de l'État, du système. C'est de la défiance. Donc en fait, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils vont toujours avoir une critique. Et donc, comme ils vont toujours avoir une critique parce qu'il y a de la défiance, il faut absolument supprimer cette opposition. Elle n'a pas lieu d'être, puisqu'en fait, c'est limite une maladie. C'est un réflexe qu'auraient les citoyens envers l'État, de la défiance. Alors que non, ce que l'on fait nous, en tant que citoyens, c'est justement du doute critique. On remet en doute, on remet en cause leurs paroles, leurs narratifs, leurs scientifiques, avec des études et des scientifiques qui eux aussi ont été reconnus par leurs pairs. Mais ceux-là, ils ne sont pas validés par le système. Donc, on n'a pas le droit de faire preuve de doute critique. Donc, Emmanuel Macron te dit, dans une société saine, il y a le doute critique, et de l'autre côté, il y a la défiance. Choisissez le doute critique, mais seulement si vous faites partie du camp de la Macronie. Sinon, allez vous faire voir. Voilà. Et ça, c'est 2 mots-clés. Et il y en a d'autres, mais écoutez bien, la suite est encore très sympathique. Et donc ça, c'est un vrai problème, et il est lié à quoi? Au fait qu'il y a dans nos sociétés une forme d'effondrement de toute forme d'autorité. Voilà, il y a dans notre société une forme d'effondrement de toute forme d'autorité. C'est clairement un aveu d'échec de la Macronie. Ils sont en train de perdre le pouvoir de l'information et surtout de l'autorité. Les gens n'ont absolument plus confiance en eux. Les gens ont perdu confiance en la Macronie, mais aussi en ce système qu'est l'Union européenne. Et là, ils s'en plaignent. Et là, tu as une phrase clé. Tu as le véritable objectif de tout ça. Ils sont en train de perdre leur autorité, leur légitimité, la confiance des gens. Et d'ailleurs, la confiance, ils vont en parler un petit peu après. Mais globalement, là, c'est une phrase clé. Ça, c'est un véritable objectif pour eux. Récupérer le contrôle de l'autorité sur les gens. Une phrase. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont clés. Mais celle-ci, véritablement, c'en est une grosse. C'est une charnière même. C'est une grosse clé qui fait bien mal pour eux. Moi, je ne me satisfais pas des chiffres que vous avez donnés sur la défiance politique. C'est une très mauvaise chose. C'est vrai, dans de plus en plus de démocraties, il y en a qui résistent mieux. Mais c'est pas bon parce que les politiques, on peut les aimer ou pas les aimer, mais il y a un processus de sélection, on vote. Donc, ayez plutôt confiance dans vos politiques parce que si vous ne les aimez pas, vous pouvez voter contre. C'est ça le principe de la démocratie. Alors là, c'est extrêmement grave ce qu'il vient de dire. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui représente bien la Macronie. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Mais c'est pas bon parce que les politiques, on peut les aimer ou pas, mais il y a un processus dans la sélection. On vote. Donc, ayez plutôt confiance dans vos politiques parce que si vous ne les aimez pas, vous pouvez voter contre. C'est ça le principe de la démocratie. Donc en gros, vous devez avoir confiance parce que vous avez placé au pouvoir quelqu'un que vous aimez. Mais déjà, depuis quand on vote pour des gens qu'on aime ?
je sais pas, c'est une démocratie représentative, donc on vote normalement pour des gens qui représentent nos intérêts. Deuxième problème, c'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un et qu'on le place au pouvoir qu'on doit avoir confiance aveuglément envers cette personne, mais deuxième problème, le système nous impose ses candidats. À quel moment vous avez vu mamie ou papy venir d'une contrée lointaine, se présenter à la présidentielle et arriver au premier ou au deuxième tour? Ça n'arrive jamais, c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes partis, c'est toujours les candidats du système. Ceux qui sont le plus serviles envers le système ont le droit de se présenter. Les autres, eh bien, on les invisibilise. Et s'ils arrivent à monter par tierce raison, hein, par exemple les réseaux sociaux qui feraient monter un candidat comme ce fut le cas en Roumanie, pour des raisons assez bizarres, hein, on va y revenir, eh bien, ce candidat ne sera pas élu, il sera détruit. Le système va déployer un arsenal complet pour faire en sorte que ces élections soient annulées ou que le candidat eh bien, n'ait plus le droit de se présenter. Alors, on va trouver une ingérence, un truc, mais voilà, dans les faits, le système nous impose ses candidats. Donc, c'est un peu abusé de dire ça, vous votez, vous avez placé un président, donc vous devez absolument avoir confiance en nous. Donc en l'occurrence, en lui. On doit tous avoir confiance en Emmanuel Macron parce qu'on a voté pour lui. Est-ce qu'on a réellement voté pour lui déjà pour commencer? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fraudes là-dedans, hein? C'est une question que je pose. Parce que quand on voit ce qui se passe en Roumanie, ce qui se passe en Moldavie, on peut s'interroger sur la validité et l'authenticité des résultats des élections présidentielles en France. Mais après, voilà, je vais pas m'avancer plus loin là-dedans parce que c'est un autre débat. Mais globalement, là, c'est grave ce qu'il dit. Vous votez, donc vous devez avoir confiance. Vous devez nous aimer. On va en reparler de la confiance. Mais le principe de la parole scientifique, c'est que les gens qui l'émettent ont une légitimité reconnue par les pairs. La parole scientifique reconnue par les pairs. C'est à ce moment-là qu'on arrive vers escrologie. Parce que c'est bien beau de dire que les scientifiques sont reconnus par leurs pairs et donc ils ont le savoir absolu, la parole divine, etc. Sauf que dans les faits, tous les scientifiques qui ont été reconnus par leurs pairs, qui ont le savoir, l'expérience, le CV, ne sont pas reconnus par le système. On n'entend pas tout le monde. Sur le champ politique et scientifique, on n'entend pas tout le monde. Donc le consensus c'est bien, mais ça marche que dans un camp. L'autre camp, il est invisibilisé. C'est marrant ça qu'il y ait des débats contradictoires sur l'efficacité de certains vaccins, etc., de certains médicaments, sur le réchauffement climatique, etc. Mais seulement sur Internet. Parce que dans la sphère médiatique, ça n'existe pas. Ah, non, il n'y a qu'un consensus, c'est ceux qui sont validés. Alors je vais faire une petite lecture d'Escrologie, qui a été écrit par Aldostéron, où il parle des fameux scientifiques. Et vous allez voir que c'est assez rigolo. Quand il s'agit d'études scientifiques, il faut savoir que les scientifiques moyens sont fauchés. Les crédits, les bourses et les subventions se font de plus en plus rares. Pour survivre, beaucoup de chercheurs se sont mis au service de puissants lobbies qui payent très convenablement du moment qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ce ne sont pas les ayatollahs du climat qui ont inventé le concept, mais l'industrie du tabac vers les années 1950. À l'époque, d'authentiques médecins faisaient la promotion de marques de cigarettes. Dans les revues et journaux grand public, il était habituel de voir un docteur habillé en blouse, clope à la main, conseillant la cigarette pour les femmes enceintes, ou proclamant que la marque qui la sponsorise cause moins de maladies respiratoires que la concurrence. Les entreprises de tabac sont connues pour investir dans des centres de recherche complètement inféodés à leurs intérêts. De plus, ces centres sont établis en tant qu'organisation ou fondation sans but lucratif et exemptés d'impôts. En leur versant de l'argent, leur cigarettier peut même réduire sa facture fiscale et augmenter son score ESG, tout en obtenant des résultats scientifiques sur mesure. Comme l'ont démontré de nombreux procès au début des années 2000, cette pratique était courante le siècle passé, mais ces pratiques n'ont pas disparu pour autant. Par exemple, en 2017, la Fondation pour le monde sans tabac, la FSFW, a été créée à New York sous la loi 501, c'est-à-dire qu'elle est sans but lucratif. Comme son nom l'indique, elle semble lutter contre le tabagisme, mais ceci est vrai seulement sur le papier. La FSFW est entièrement financée par Philip Morris International. Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, dans cet échange, ce débat, eh bien, il y a un médecin qui te parle justement de Philip Morris, qui finance, si ça, enfin bref, on y reviendra plus tard, mais c'est assez rigolo parce que du coup, je tombe là-dessus, et du coup, ça fait écho en fait à ce que dit ce médecin.
Donc, Philip Morris International, qui s'est engagé à lui verser 1 milliard de dollars sur 12 ans, est le plus grand fabricant de cigarettes et de cigarettes électroniques au monde. Il a plus de 80 000 employés et un vaste portfolio de marques, y compris Marlboro, etc. Je ne vais pas toutes les citer. La fondation FSFW, qui dépend à 100% de Philip Morris International, délivre des crédits d'études au profit de chercheurs qui trouvent ce qu'on leur demande de trouver. Souvent, le chemin des financements est opaque afin que l'on ne puisse pas facilement le remonter. Par exemple, la FSFW a payé des recherches dans la plus ancienne université de Sicile, l'université de Catania, en le faisant par le biais d'une société à responsabilité limitée basée en Italie et appelée Eclat SRL. De Catania sont sorties des études controversées minimisant le danger des cigarettes électroniques. Bon voilà, c'est tout simplement le lobby de la cigarette qui paye des études pour minimiser le danger de la cigarette électronique. Et pour ça, on verse 1 milliard de dollars sur 12 ans. Les lobbies du climat et de l'écologie politique utilisent les mêmes ficelles. C'est pour cette raison qu'ils n'arrêtent pas de crier « Il faut suivre la science ». Tiens, Macron, il faut suivre la science. Parce que tout simplement la science s'écrit à leur demande. Si Karl Marx vivait aujourd'hui, il aurait dit que la science est devenue le discours des classes dominantes. Forcément, parce qu'une étude sur mesure signée par des chercheurs d'une université prestigieuse va chercher dans le million d'euros. Bon, je pourrais vous lire comme ça plein de pages, mais globalement, il explique en quoi les scientifiques sont achetés pour pondre des rapports et des résultats qui vont dans le sens de ceux qui les payent. Il y a plein d'exemples là-dedans. C'est Escrologie, un livre d'Aldostérone, et franchement, je vous invite vraiment à le lire, parce que vous allez comprendre pas mal de choses. Je ne dis pas que vous allez tout comprendre, mais vous allez comprendre pas mal de choses sur tous les mensonges qu'on nous raconte, et surtout sur cette fameuse croyance, cette religion qu'on nous a fait adopter, l'escrologie, et qui sert tout simplement au système à nous dépouiller de nos richesses. Parce que c'est le cas. L'escrologie est en train de nous ruiner. Bref, globalement, les scientifiques, que ce soit pour l'escrologie, que ce soit pour le tabac, que ce soit pour le Covid, etc., bref, dans tous les domaines, les scientifiques sont à l'os. Ils ont besoin de subventions, ils ont besoin de bourses, ils ont besoin de financement. Et donc, ils sont prêts à se mettre à quatre pattes pour avoir de l'argent facile. C'est sûr que faire une étude dont personne ne va entendre parler, où le système va tomber dessus, et qui donc va te demander du temps pour aucun retour sur investissement, c'est pas très glorieux. Ça fait pas rêver. Donc le scientifique qui a l'os, eh bien, il va répondre aux commandes qu'on leur demande de faire, tout simplement. L'argent est facile, l'argent est assuré, le succès aussi. Je veux dire, combien de scientifiques de plateau, de médecins de plateau sont là à la télé, tout le monde les connaît, etc. Enfin, c'est bien pour l'ego des chevilles quand même, et puis pour le portefeuille aussi. Donc l'un dans l'autre, ils y trouvent leur compte. Il ne faut pas s'étonner, si vous avez des scientifiques qui sont complètement à genoux devant Emmanuel Macron, dans cette salle, mais aussi dans bien d'autres situations. Et donc c'est facile d'avoir les résultats qu'on veut. C'est facile d'avoir l'approbation des scientifiques qui sont adoubés par les pairs, etc. Sauf que ça marche que dans un côté. Ces fameux scientifiques-là qui gagnent rien et qui sont invisibilisés, qui sont détruits par le système, ce sont les autres. Et eux aussi, ils ont été validés par leurs pairs. Eux aussi, ils ont de l'expérience. Eux aussi, ce sont des experts dans leur domaine. Sauf que, comme ils ne vont pas dans le sens du système, ils se font défoncer. Comme Didier Raoult, qui au début semblait aller un petit peu avec le système. Et puis, au bout d'un moment, il a sorti son hydroxychloroquine. Il a sorti le remède magique, entre guillemets, au Covid. Et alors là, c'était fini. C'était un criminel. C'était quelqu'un qu'il fallait brûler. C'est pas un scientifique, c'est un charlatan. Il faut faire confiance à Pfizer, qui, eux, n'ont pas du tout été condamnés des dizaines de fois pour charlatanisme. Non, surtout pas. Faites-leur confiance. Faites confiance à celui que vous avez élu, placé au pouvoir, Emmanuel Macron. Vous avez voté 2 fois pour lui, donc aimez-le, et ayez confiance en sa parole divine. Voilà les mots d'Emmanuel Macron. Magnifique. Et donc, ce qui va avec cette différence qu'il faut rétablir entre le doute critique et la défiance, c'est qu'il faut recréer de la hiérarchie dans l'espace public. Voilà, une autre phrase clé, il faut recréer de la hiérarchie dans l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public, normalement, c'est le nôtre. Il n'y a pas trop de casse-couilles dans les parages, tu vois, il n'y a pas un fonctionnaire qui va venir te voir et te taper dessus dès que tu ouvres un petit peu la bouche. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu as des algorithmes qui sont là pour faire les flics, etc. Mais, dans l'ensemble, tu peux à peu près parler correctement. Et bien là, on va remettre un semblant d'ordre, de la hiérarchie. Il y a quelqu'un qui va être au-dessus de toi, qui va scanner tes messages, tes contenus, etc., et qui va dire « ça, c'est pas validé. Je ne tamponne pas. Next, poubelle. » Ça aussi, c'est une phrase clé. Il faut rétablir de la hiérarchie dans l'espace public. Et ça va continuer comme ça. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Pas un gros mot. Parce qu'il faut recréer des principes d'autorité. Et aussi vrai qu'il y a des autorités organisationnelles
légitime, démocratique, il y a des autorités scientifiques et académiques. Vous avez évoqué tout à l'heure Paul Ricoeur. Il avait une très belle phrase en mai 68, quand des jeunes étudiants sont venus contester, on dit « Mais d'où tu tires ton autorité ?» Il avait eu cette phrase admirable, il dit « J'ai lu plus de livres que vous. » L'autorité d'un scientifique, elle vient consacrer des années d'études, la reconnaissance par ses pairs et des travaux qui sont reconnus par ses pairs dans un dialogue académique. C'est pas la même chose que quelqu'un qui dit « J'ai croisé Ginette qui a eu un problème avec son vaccin ». Voilà, donc en gros, là, c'est très intéressant parce qu'il te le dit lui-même. Hein. Il faut reconnaître la parole scientifique qui ont été validées par leurs pairs, etc., leur CV, leur expérience, bref, tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais dans ce cas, monsieur Emmanuel Macron, peut-on reconnaître aussi les Christian Péronne ou les Didier Raoult qui ont dénoncé les effets secondaires, qui dénoncent les magouilles du système, qui disent tout simplement qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui vont te chercher des études, qui vont te chercher des exemples, qui font eux-mêmes des études, et qui te disent, voilà, selon mon expérience, les données que j'ai sous les yeux, il y a un truc qui colle pas dans votre narratif, monsieur le président de la République. Est-ce que du coup, on peut aussi les valider? Ah bah non, le système, il veut bien que tu valides ces fameux scientifiques, mais seulement si c'est lui qui les valide. Les autres, faut pas les écouter. Surtout pas. Ce sont tous, comme je vous l'ai dit juste avant, des gros charlatans. Voilà, Emmanuel Macron, ça c'est l'hypocrisie de cet homme. C'est qu'il te dit ce qu'il faut faire tout en faisant l'inverse. C'est le en même temps. C'est magnifique, c'est ça la Macronie. C'est incroyable. Et du coup, après, il t'enveloppe ça avec, comment il dit? Il dit Ginette, qui a eu un problème avec son vaccin. Hein, faut pas tout mélanger, faut pas tout mettre au même niveau. C'est incroyable ça. Ginette, elle a eu des problèmes avec son vaccin. Donc, tu as des professionnels, type, encore une fois, je vais répéter, Docteur Péronne, on a Jean-Marc Sabatier, on a Didier Raoult, et tant d'autres. Louis Fouché, etc. Enfin bref, vous les connaissez sûrement. Tous ces médecins-là, ils remontent ces fameux effets secondaires. Ce sont des médecins qui sont reconnus par leur père, qui ont de l'expérience. Ce ne sont pas des charlatans, monsieur. Alors pourquoi eux, on n'a pas le droit de les écouter? Je veux bien, hein, que la personne lambda qui se plaint de son effet secondaire, on lui accorde pas d'importance parce que c'est une personne lambda, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de CV, elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est une personne lambda qu'on a obligée à se faire vacciner, qui a eu des effets secondaires. Elle se plaint, c'est normal. Mais je comprends qu'on ne veuille pas les écouter. Mais quand c'est remonté par des professionnels de la santé qui sont véritablement des pointures dans leur domaine, des sommités, on peut quand même les écouter. Ah bah non. Parce qu'évidemment, les effets secondaires, ça n'existe pas. On les a niés pendant tellement longtemps en France, c'est incroyable. Ça n'existe pas, écoutez, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Non. Et là, c'est très grave hein, ce qu'il fait. Parce qu'écoutez la phrase qui suit juste après. Je vais revenir un petit peu en arrière. Mais écoutez la phrase qu'il dit juste après. D'un côté, on a nos pairs qui sont validés, etc. Donc les professionnels qui sont validés par le système. Ensuite, de l'autre côté, on a Ginette qui se plaint de son effet secondaire. Et là, écoutez la phrase clé qui suit juste après. Écoutez la phrase clé qui suit juste après, s'il vous plaît. Si on met ces deux paroles au même niveau, on est foutu. Et là, je pense qu'il parle du système. Voilà, cette phrase, elle est clé. Si on met ces deux paroles au même niveau, on est foutu. Qui est foutu? Le système. Big Pharma, le système de la Macronie, de l'UE, etc. Tout ça, ça tombe à l'eau. Parce que si on les met au même niveau, si on commence en fait à écouter les gens qui savent et qui dénoncent, imaginez un peu le bordel dans le débat public. Imaginez si au moins, je sais pas moi, demain, on a sur les chaînes mainstream des débats sur les effets secondaires, sur la validité de tout ce qui a été fait pendant la crise pandémique, etc. Imaginez un petit peu le délire. Imaginez si d'un coup on invite tous ceux qui sont victimes d'effets secondaires. Ils sont foutus. Point. Ah, ça va pas plus loin. Et donc là, c'est un aveu, c'est une phrase clé. Tout simplement, c'est une phrase clé. Si on met ces deux paroles au même niveau, on est foutu. Donc, on doit absolument réguler l'information parce que cette parole, elle commence doucement mais sûrement à monter dans l'espace public. Et elle commence doucement mais sûrement à se mettre au même niveau, voire au-dessus. Et ils le savent, ils le voient, ils le constatent, ils le ressentent. C'est un danger pour eux. Et donc, taisez-vous. Taisez-vous. Et donc, il faut recréer de l'autorité scientifique en disant « d'où parles-tu » Et ça, c'est absolument fondamental. Il faut recréer de l'autorité scientifique. D'où parles-tu? Donc, en gros, la plupart des gens, hein, moi y compris, on n'a aucune expérience dans la médecine, dans la biologie, etc., dans le virus, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. On n'a aucune expérience, on n'a pas de CV dans ce domaine, donc on n'a pas le droit de parler. Mais, encore une fois, on en revient à ceux qui sont validés. Normalement, ils sont censés être là
pour être l'autorité. Sauf que l'autorité qui est censée être compétente, elle a complètement été détruite par l'autorité qui est au-dessus. Hein. Cette fameuse hiérarchie qu'ils veulent réinstaurer. Donc la Macronie, l'UE, etc. Donc tout ça, ça a été détruit. Et aujourd'hui, il y a le peuple qui commence à remonter. Et bah, hop, restez là où vous êtes, messieurs, dames, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas inverser la vapeur. Donc, on va donner plus de pouvoir à ceux qui sont en place, ceux qui sont les scientifiques labellisés par le système, ceux qui répandent la bonne parole, et on va invisibiliser tout le reste. Comme ça, l'équilibre, bon, on s'en fout. Il n'y a plus besoin de balance. Il n'y a pas de balance, en fait. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de balance. Donc c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. C'est magnifique. Ils sont en train de faire en sorte de censurer l'information pour que tu n'aies plus accès à ces informations et pour avoir le consensus qui le fait vivre depuis tant d'années et rien d'autre. Point. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on doit faire du coup concrètement ? D'abord, lutter pied à pied, vous l'avez très bien dit, dans le monde réel comme dans le monde numérique face à toutes ces paroles. Et donc, il y a des bases juridiques, la mise en danger de la vie d'autrui, et il y a l'activation des pairs scientifiques. Moi, je n'ai pas légitimé le professeur Raoult. J'ai été voir tout le monde. Mais j'assume de ne pas avoir eu une décision politique pour l'empêcher de faire. J'ai demandé à ce que ses pairs puissent le faire et qu'il y ait des enquêtes scientifiques. Parce que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Voilà, donc en gros, il avoue lui-même qu'il n'a pas validé Didier Raoult, mais qu'il a demandé à d'autres scientifiques, à des pairs, de faire une enquête sur lui et de le démonter dans les médias et dans la sphère publique. On l'a même démonté sur la sphère professionnelle, puisqu'on l'a empêché d'exercer. Alors lui, il s'en foutait, il était tout simplement en retraite, mais c'est un exemple pour tous les autres. Toi qui es médecin, qui as envie de te battre contre ce système, contre ce mensonge, eh bien, tu regardes à deux fois parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de travailler, comme tout le monde. Donc tu te dis, est-ce que je vais l'ouvrir ? Est-ce que je vais pas finir comme Didier Raoult ? Parce que c'est ça le truc. Et c'est que c'est Macron qui a commandé lui-même ce processus qui a détruit Didier Raoult. Et aujourd'hui, autour de moi, je vois plein de gens qui me parlent de Didier Raoult comme un charlatan. Il faut voir quand même le pédigré du mec. Il faut voir ce qu'il a fait. Je veux bien qu'il y ait peut-être des petits défauts chez cet homme, mais quand même, c'est que ça reste une sommité. Il faut arrêter de déconner. Et puis tu vas écouter le premier médecin de plateau qui n'a aucune expérience, qui n'a rien du tout, qui n'a même pas été reconnu par ses pairs, ou très peu, qui a sorti quoi, 2 papiers dans sa vie, des merdes de chiens, que je pourrais écrire moi-même avec ChatGPT. Tu vas faire confiance à ces gens-là. Emmanuel Macron, il te le dit, voilà, je l'ai pas validé. Hein, je vais le citer. J'ai été voir tout le monde, mais j'assume de ne pas avoir eu une décision politique pour l'empêcher de le faire. Donc en gros, prendre une décision politique pour empêcher Didier Raoult d'exercer. Donc j'ai demandé à ce que ses pairs puissent le faire et qu'il y ait des enquêtes scientifiques parce que c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche en Macronie. Si tu es l'ennemi du système, eh bien, il va demander à diverses personnes. Alors là, c'est des scientifiques, des pairs à Didier Raoult. Mais dans les autres domaines, eh bien, c'est pareil. Il va aller voir des ONG, il va aller voir ci, il va aller voir ça. Enfin, tu vois, tu comprends un petit peu la mécanique. Il va demander à certains de ses sbires de faire le travail et de faire en sorte de détruire une carrière, de détruire une personne sur tous les plans de la sphère sociétale, voilà, professionnelle, économique, l'image de la personne, etc. On te détruit sur demande. Merci, M. Macron, de nous l'avoir avoué comme ça sur une chaîne YouTube. Magnifique. Merci. Beaucoup de médias, pas le vôtre, ça a été rappelé par le docteur, mais qui ont relayé ces paroles comme des paroles de vérité, ont pris une responsabilité colossale. Parce qu'elles ont poussé des gens, vous l'avez décrit, à aller vers des traitements qui n'étaient pas vérifiés par les collègues scientifiquement, qui n'avaient aucun fondement, et à prendre des risques. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et donc je pense que derrière, il faut remettre un système de responsabilité. Voilà, il faut remettre un système de responsabilité. Il te l'a dit plein de fois, c'est vraiment une phrase clé. C'est ce qu'ils veulent, c'est leur objectif. Responsabiliser les gens. C'est pour ça que je vous ai dit, les enfants, etc., c'est une porte d'entrée pour faire arriver la fin de l'anonymat, pour pouvoir responsabiliser les gens et les plateformes. Comme ça, si tu dis quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, on viendra te chercher, on te mettra en prison, ou alors on te mettra des amendes, ou alors avec le crédit social, eh bien, on te fera très très mal au niveau économique et social. Dans tous les cas, c'est le but absolu, c'est de responsabiliser les gens. Et je vais reciter une phrase qu'il a dit, c'est très important les amis, écoutez bien. Ceux qui ont relayé ces paroles comme des paroles de vérité ont pris une responsabilité colossale parce qu'elles ont poussé des gens
vous l'avez décrit, à se détourner et à aller vers des traitements qui n'étaient pas vérifiés par les collègues scientifiques, qui n'avaient aucun fondement et à prendre des risques. Donc en gros, il te parle de l'hydroxychloroquine et d'autres traitements alternatifs que certains médecins avaient proposés à leurs clients, à leurs patients, pour pouvoir tout simplement les soigner du coronavirus, le Covid-19. Alors, ça n'a pas plu au système, parce que le système, lui, ce qu'il veut, c'est te vendre du vaccin. Et là, il est en train de te dire, les systèmes alternatifs, ces fameux traitements, si tu les prends, tu te mets en danger, parce qu'ils ne sont pas forcément fiables, voilà, tu peux avoir des effets secondaires, et puis, est-ce que ça te soigne vraiment, etc. Et donc, dans son narratif, tu te rends bien compte que pour lui, et pour tout le système, le meilleur traitement, c'était celui du vaccin. C'était celui proposé par Pfizer, Moderna, etc. Donc, c'est la petite piqûre qui va te soigner, la piqûre magique que tu dois prendre 3 ou 4 fois dans ta vie pour avoir une espèce de protection. C'est ça dont il est question. Et donc, si tu faisais partie des médecins qui proposaient l'hydroxychloroquine et d'autres médicaments, alors là, tu te faisais exploser la tronche par le système. Et c'est ça qui te permet, en fait, de ne plus être validé par le système. C'est ces personnes-là qui, d'un coup, sont devenues des charlatans. Alors que, à contrario, comme je vous l'ai dit, Pfizer, si tu vas voir dans son historique, tu regardes les amendes qu'ils ont pris, dont des amendes pour charlatanisme. À qui tu accordes ta confiance? Personnellement, moi je vais voir le médecin qui me propose un traitement qui n'est pas quelque chose qu'on m'inocule sans que je sache ce qu'il y a dedans, un truc qui vient juste d'être créé, qui est censé être expérimental et qui potentiellement peut m'apporter des effets secondaires qu'on ne veut pas m'apporter. Quand tu demandes, ça peut faire quoi? On sait pas. Ah non, il n'y a rien, je vous assure, il n'y a pas d'effets secondaires. Arrêtez, impossible. Et puis d'abord, rapport bénéfice-risque. Vous avez plus de risques de mourir si vous prenez pas cette piqûre. Prenez-la. Et puis, c'est pas grave si vous mourrez. Quand même. Vous aurez protégé mamie et papy. Quand même, rapport bénéfice-risque. Et je vais vous montrer ce que c'est le rapport bénéfice-risque. Je vais vous montrer le mensonge de la Macronie. Quand il te dit, voilà, l'hydroxychloroquine, etc., c'était pas un bon traitement, il fallait absolument prendre nos vaccins qu'on a super vendus. Quand Macron te dit à la télé, vous inquiétez pas, ça va vous protéger, ça va protéger les gens autour de vous, ça va vous soigner, vous empêcher d'avoir le virus, ça va éviter les formes graves. Écoutez, je vais vous montrer quelques extraits, et dites-moi après, si cet homme a raison ou tort, si cet homme nous a menti ou pas. Écoutez. Si vous voulez, je peux vous relire l'article 4. Alors c'est ce fameux article qui dit tout, quasiment. Alors vas-y, on t'écoute. Article 4, des contrats Pfizer. Ouais. Et il faut l'analyser parce qu'en fait, c'est vraiment c'est bien fait. Donc l'État membre participant reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. Là, attention, on ne parle pas d'effets secondaires. Les effets. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de vous écrire que on va vous injecter un truc, mais on ne sait pas ce que ça va faire. C'est des effets. C'est pas parce qu'ils auraient pu mettre qu'on ne connaissait pas l'efficacité. Non, c'est autre chose, des effets. L'efficacité, alors vous vous rendez compte, l'efficacité. Vaccinez-vous. Vous avez même des médecins qui vont dire c'est efficace à 100%. Oui, après c'est 95, ils sont descendus. Voilà, ça évite les formes graves. Non, monsieur Macron, vous mentez. Monsieur Véran, vous avez menti. Il est écrit. L'État membre participant reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est daté du 20 mai 2021, quelques jours avant le vote du pass sanitaire à l'Assemblée nationale. On va y revenir aussi là-dessus. Mais ça veut dire que là, en fait, il ne pouvait pas dire « vaccinez-vous, protégez-vous, etc. Ouais. On ne sait pas si ça protège, c'est marqué. On ne connaît pas les effets à long terme. Donc, protéger, c'est un effet à long terme ou pas. Et puis ensuite, et qu'il peut y avoir des effets indésirables. Donc là, on est en plein dans le... Voilà, les gens que vous recevez, là, c'est vrai que c'est la conséquence de ces... Voilà, on ne peut plus les traiter d'antivax ou de complotistes, c'est écrit. Qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Voilà, donc je répète, ça c'est l'extrait du contrat signé le 20 mai 2021. Donc comment aujourd'hui, n'importe quel médecin peut venir nous dire, ou expert, non, c'est pas ça, on peut pas, c'est pas ça. Non, là il devrait dire aujourd'hui, on ne peut pas exclure que ce ne soit pas le vaccin. Et Emmanuel Macron, je le répète, et je le dis, il a menti, mais il a menti sur d'autres choses. Il nous a menti. Emmanuel Macron, le président de la République, nous a menti. Il ne savait pas ce que faisait ce vaccin, ni même s'il nous protégeait, ni même s'il y avait des effets secondaires. Donc quand il nous dit protégez-vous, protégez les autres, inoculez-vous ce truc et vous allez voir, tout le monde sera heureux, on va s'en sortir, etc. Non, c'était un mensonge. Cet homme nous a menti droit dans les yeux à 20h le soir. Il a menti à toute la population française en même temps. Et pareil pour les médias mainstream qui ont repris ça à la suite et puis qui ont dit « Voilà, vaccinez-vous, sauvez mamie, sauvez papy, faites en sorte de sauver tout le monde. Protégez-vous, protégez les gens. Si vous ne vous faites pas piquer, vous êtes irresponsables, vous êtes des meurtriers. » Ils nous ont menti.
et le président de la République, qui est quand même l'homme qui a la plus haute fonction publique de notre État, celui qui, selon ses dires, doit être aimé parce qu'on a voté pour lui. On doit lui faire confiance. Cet homme-là nous a menti. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que déjà cet homme nous aime, pour commencer? Est-ce qu'il aime sa nation pour lui avoir infligé ça? La réponse, on la connaît. Cet homme aime nous voir souffrir, il aime nous humilier, il aime peut-être même nous voir mourir. C'est très grave ce que je dis, mais c'est très grave ce qu'ils ont fait. Et ces contrats Pfizer, l'article 4, si je dis pas de bêtises, il révèle quand même pas mal de choses sur le fond de l'affaire. On n'en savait rien. Ils nous ont vendu un produit dont ils ne connaissaient même pas l'efficacité ni même les effets. On nous a menti. Point. Donc cet homme qui vient te vanter les mérites de la science, etc., il nous a menti et il continue à le faire. Parce qu'il oublie de te dire, comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo, qu'il y a des scientifiques qui sont respectés et reconnus par leurs pairs, qui sont d'un côté validés et de l'autre côté invalidés par le système, parce qu'ils ne vont pas dans le narratif du système. Donc il nous a menti et il continue de le faire. Cet homme est un criminel. Cet homme devrait être en prison. Heureusement que Sarkozy a enlevé le crime de haute trahison. Parce que je vous explique pas le bordel une fois que ce mandat sera terminé, sinon. Imaginez les procès, imaginez le jour où on fait le procès de ce qui s'est passé pendant cette pandémie et cette gestion de crise. Imaginez. Bon, ils font tout pour essayer que cela n'arrive jamais, ça se voit. Ils veulent garder le contrôle, ils veulent garder tout simplement leur petite fesse au chaud pour éviter cela. Et si on doit y passer par la guerre, on y passera par la guerre, évidemment. Ça, c'est incontestable. Là, par exemple, hier, on a un général, ou je sais plus quoi, enfin un mec qui est très très haut gradé, hein, qui te dit clairement il va falloir sacrifier nos enfants pour aller se battre contre la Russie. Un ennemi qui n'est pas le nôtre. Hein. C'est eux qui sont en train de créer cet ennemi. Et à la fin, ça deviendra véritablement notre ennemi, puisqu'il se défendra. Hein. Je veux dire, si tu l'attaques, il se défend. Donc, obligatoirement, nous serons ses ennemis et ils seront nos ennemis. Et là, eh bien, ils pourront conserver leur pouvoir un petit peu plus longtemps. Mais en attendant, ils nous mentent et ils continueront de le faire indéfiniment jusqu'à ce qu'ils aient atteint tous leurs objectifs. Ces gens nous ont menti. Point. Écoutez un autre extrait. Je vais vous montrer un autre extrait parce qu'on va quand même aller plus loin. Et vous allez voir à quel point ils nous mentent, à quel point ils sont mauvais ces gens-là. Écoutez. C'est que on a les contrats qui montrent qu'ils ne connaissaient ni l'efficacité ni les effets secondaires. Mais avant d'avoir les contrats, on avait les essais cliniques qui montraient qu'ils n'avaient pas testé la transmission. C'est vrai. Or, ils n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait se vacciner pour empêcher les autres de l'attraper. Or, on le savait depuis le début, et ils savaient depuis le début, parce qu'ils ont les essais cliniques, c'est eux-mêmes qui les demandent. Ils savaient depuis le début que ce pseudo-vaccin n'empêchait pas la transmission. Pourtant, ils n'ont pas arrêté de dire le contraire. Voilà, ils savaient depuis le début que ça n'empêchait pas la transmission, et pourtant, comme elle le dit, ils n'ont pas arrêté de scander le contraire. Matin, midi et soir, sur tous les plateaux, tous les intervenants, tous les professionnels de plateau, là, les télétoubibs, comme certains l'appellent. Ces gens-là nous ont menti. Encore une fois, ils nous mentent depuis longtemps, mais là, ils ont fait un truc vraiment très très grave. Cette pandémie, c'est ce qui m'a fait basculer. Hein. C'est pour ça que je regarde ça avec beaucoup d'énervement. Je sais pas, ça se voit peut-être un petit peu à mon visage, mais je leur en veux énormément. Et en même temps, je les remercie. Parce que même si j'ai pris une dose dans le bras, même si j'ai cette merde dans le corps, eh bien, j'ai appris. J'ai appris à me réveiller. J'ai appris que finalement, la réalité, elle était tout autre. Et j'ai appris à creuser. Creuser. Et plus je creuse, plus je me rends compte à quel point on nous ment depuis longtemps et sur tous les sujets. Et je les remercie pour ça, même si pour le coup, je les déteste. Je leur en veux tellement. Pour tout ce qu'ils ont fait, les gens qui sont morts pour rien, les gens qui ont des complications pour rien. Parce que si on va vraiment dans le fond du sujet, si on va vraiment voir ce que c'est, cette pandémie, ce que je vais pas faire dans cette vidéo, vous comprenez bien que ça va être trop long, on se rend compte qu'il n'y avait pas besoin d'en arriver à ces extrêmes et qu'il n'y avait pas besoin de ces médicaments miracles. D'ailleurs, dans une autre vidéo qu'on va traiter avec ce fameux médecin de plateau, là, Marty, je sais plus quoi, là, ce type qui est justement dans la vidéo qu'on est en train d'analyser. Ce type-là, à un moment donné, il explique que le docteur Didier Raoult a un traitement, c'est l'hydroxychloroquine, et que cela fonctionne très très bien, et que donc, on n'a pas besoin de ce fameux vaccin. On n'a pas besoin de vaccin. Je ne suis même pas sûr qu'à cette époque, il existait déjà, qu'il était déjà commercialisé, mais en tout cas, il était en phase de développement, vous savez. Eh bien, à ce moment-là, il disait qu'il n'y avait pas besoin de vaccin. Et puis, quelques mois après, il a totalement retourné sa veste, et aujourd'hui, il crache comme c'est pas permis sur le docteur Didier Raoult. Faut voir hein, son intervention. Elle est lunaire. Et ce type-là, il a osé te dire oui, c'est sûr à 100%, il faut prendre l'hydroxychloroquine, etc. Et puis après, il te dit oui, non, en fait, faut pas faire ça, parce que sinon tu vas mourir.
C'est un produit qui tue les gens, alors que c'est l'un des produits qui est le plus utilisé dans la médecine pour soigner certaines maladies, dont je crois le paludisme, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois bien le retournement de veste, tu vois bien en fait cette complaisance de certains scientifiques, certains médecins envers le système qui va les arroser ou qui va les adouber, ou alors ceux qui ne se plient pas en fait à ces règles se font écraser. Et je leur en veux à tous ces gens. Parce qu'il y a des gens qui leur font confiance. Il y a des gens qui regardent la télé religieusement, en pensant que ces gens-là sont de véritables experts. C'est un peu pareil avec la guerre, etc. Tous les narratifs sont bons, hein. Que ce soit l'escrologie, la guerre, que ce soit les virus, etc. Les gens regardent religieusement la télé, en pensant que c'est la sainte parole. Ces gens-là, ils sont validés par le système. Donc le système ne nous veut pas de mal. Donc forcément, ces gens-là ont la vérité. Et finalement, ils en payent le conséquence. Les conséquences, le conséquence. Donc c'est le prix du sang, c'est le prix de la vie, c'est le prix des effets secondaires, etc. C'est pas fini, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Pourquoi, malgré tout ça et tout ce qu'on sait aujourd'hui, ça ne bouge pas dans les grands médias en France? Bah, écoutez, pour la bonne et simple raison que les médias, ils appartiennent à quelques oligarques en France, ce qui n'était pas le cas avant, honnêtement, et il y avait plus de liberté de l'information avant. Donc, on pouvait, vous ressortez des reportages, même que j'avais fait moi à TF1 en 2010 sur la grippe H1N1, où je parlais des mensonges de l'OMS avec la grippe H1N1. La grippe H1N1, c'était la répétition, c'était ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé en 2009-2010 avec la grippe H1N1, c'était la répétition de ce qui est arrivé avec le Covid. Voilà, c'était la dernière répétition. Mais surtout, rappelle-toi Marc, Christine Kelly, qui disait au micro d'Éric Morillo, oui, à CNews, nous on est libre de parler de tout, sauf du vaccin. Ils ont tous ces consignes. Ils ont le droit de parler de tout, on est libre. Alors, ils se prétendent libres, les journalistes. Par contre, il y a une omerta, c'est les vaccins. Donc même si aujourd'hui, effectivement, on a des éléments qui sortent, lequel osera t'inviter pour briser le tabou? Et oui, les médias indépendants sont libres et indépendants, hein, mais sont juste subventionnés par l'État, par les milliardaires, etc. Voilà, ils appartiennent aux milliardaires, ils sont subventionnés, et surtout, ils sont contrôlés par ceux qui contrôlent le pays. Donc, à un moment donné, forcément, les informations qui circulent dans ces médias, eh bien, ce n'est pas de l'information qui est libre et indépendante. À aucun moment. Et là, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais on a Ursula von der Leyen qui est en train de t'annoncer qu'ils vont déployer des fonds européens pour arroser les médias indépendants, pour soutenir le travail des médias indépendants. Et garantir leur information et leur indépendance et leur authenticité. On n'est pas du tout dans le foutage de gueule. Ah non, vraiment pas. C'est pas fini, on va encore regarder un autre truc, puis après on va retourner voir notre cher président de la République. Olivier Alors autre chose où on voit encore la fraude, c'est que Pfizer, tu parlais de la planète des seringues, eh ben écoute, Pfizer a mis dans ces vaccins, ils ont mis de l'ADN, alors que normalement ça doit être de l'ARN. Bon, mais comme ils ont mal filtré, c'est contaminé à l'ADN. Et dans l'ADN, ils ont mis des morceaux de gènes d'un singe. Ça s'appelle SV40. Ah oui, le fameux SV40, oui, c'est vrai. C'est des morceaux de gènes de singes qui sont des promoteurs du cancer. Promoteurs du cancer. Ouais. Ça sert à ça. Quand on les utilise dans les laboratoires, on utilise beaucoup le SV40 dans les laboratoires, on fait des expériences. Quand on veut promouvoir le cancer, on met du SV40. D'accord ? Ça expliquerait les turbo-cancers ou... Ça peut expliquer. Ça peut, bien sûr. Mais Pfizer a caché la présence de ce SV40. Donc de ce gène promoteur du cancer, quand ils ont donné leur essai de vaccin à la FDA. Donc là encore, il y a fraude. C'est là où il y a fraude. Et c'est ça qui n'est pas couvert par les contrats qui ont été débusqués par Marc Doyer et par Beltra et par Baldan. Voilà, j'espère que ça vous parle tout ça, le SV40. On nous a caché ça, mais c'est vrai que le sacro-saint Pfizer, il faut lui faire confiance. Didier Raoult, Perron et tous les autres, ceux-là, surtout, ne les écoutez pas. Leur hydroxychloroquine et leur traitement alternatif, n'y touchez surtout pas. C'est dangereux. Par contre, notre vaccin qui est en phase expérimentale, hein, parce que c'est le cas, c'était une phase expérimentale, avec on ne sait quoi dedans, mais on vous dira pas. On va même cacher certains éléments. Vous pouvez le consommer avec, sans modération. Consommez allègrement ce produit. Il est magnifique, il est magique. Il va vous soigner, messieurs, dames. Alors, peut-être que vous aurez comme ça des petits vaccins qui vont déclencher des petits cancers, des turbo-cancers. Peut-être que on va observer dans les mois et les années à venir une hausse de la mortalité due au cancer qui n'est pas normale. Mais
surtout, ne dites jamais que c'est à cause des vaccins. Oh là, jamais, s'il vous plaît. On va pas déconner, nos vaccins sont sûrs à 100%, efficaces à 100%. En atteste notre super contrat qu'on a fait signer à huis clos, dans le secret le plus total, et qui était rendu public, mais caviardé dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Et non, faites confiance à Pfizer quand même. L'expertise, voilà, le médicament du SV40, de l'ADN de singe. Et ça, monsieur Didier Raoult en avait déjà parlé, sans parler du SV40. Il avait dit que quand ils avaient fait des tests, ils avaient découvert qu'il y avait 13% d'ADN dans les vaccins, enfin dans certains lots. Parce que c'est pas tous les lots, c'est certains lots. Il y avait 13% d'ADN. Et après on te dit non, c'est pas une thérapie génique. Ça va t'attaquer le génome, on sait pas ce que ça fait, mais c'est pas une thérapie génique. Oh, puis ça va déclencher la protéine spike. Mais non, mais ça fait pas de mal. Ça va, c'est pas la même que le coco. Donc tu peux y aller. Ça ne fera rien. On en reparlera des effets secondaires de la protéine spike. Monsieur Jean-Marc Sabatier en parle extrêmement bien. Et je pense que c'est à la portée de tous les cerveaux de France. Tout le monde peut comprendre ce qui se passe dans ton corps une fois que c'est injecté dedans. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir à quel point ils vous ont menti. Et à un moment donné, elle parle de la planète des seringues. Je vais vous montrer un petit passage que j'ai oublié de vous montrer juste avant. Et ensuite, on finira par un autre passage, puis on retournera voir Macron. Et avant ça, on fera une petite conclusion sur ce qu'on vient de voir ici. Je reviens au discours de Emmanuel Macron le 12 juillet 2021. Dans son discours, il dit bien « Notre objectif, vacciner le monde ». Il le dit, ça, tu vois. Donc ouais. Moi, déjà... L'objectif, c'est pas de soigner les gens. C'est vacciner le monde. Et moi, j'avais fait mon sketch, là, La planète des seringues, où je disais comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui vend des armes et qui te dit après qu'il va sauver l'humanité, tu vois. Ouais. En fait, Et oui, comment tu peux faire ça? C'est pas possible. C'est-à-dire que les mecs, ils créent le problème et ils créent la solution et te proposent la solution. Et ça marche comme ça depuis, limite, j'ai envie de te dire, la nuit des temps. Mais eux, ils le font vraiment à échelle industrielle, à échelle planétaire. Ça marche pour le médicament, mais ça marche surtout, mais surtout pour le médicament. On est transformé en rat de laboratoire. On est fait pour consommer du médicament. On est fait pour rapporter énormément d'argent à cette industrie. Et ça passe par tous les moyens possibles. C'est une vérité, mes amis. Et ça, je sais que ça fait pas plaisir, mais c'est une pilule rouge. On est en train de crever grâce à ces gens-là. Et eux, pendant ce temps-là, ils se font des baloches en or. Voilà la vérité. Écoutons un dernier extrait. Ils vont dire « Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas trop dangereux tant qu'il n'y en a pas. » Sauf qu'ils l'ont pas testé. Ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas testé si ça faisait du cancer. Ils n'ont rien testé. Ils ont dit « Ah, c'est des vaccins, on teste rien. » Bah non. Donc, ils n'ont pas testé si c'est des cancers, ils n'ont pas testé la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ils n'ont rien testé. C'est nous qui avons testé. Voilà, oui. Mais d'ailleurs, là, ils le reconnaissent, on était en phase 3, donc ils ont mis ça sur le marché, ils ont vacciné les gens, alors que c'était encore en phase de test. Oui. Et d'ailleurs, même Véran s'était complètement trompé, parce qu'il avait dit non, c'est fini, on a fini la phase 2, la phase 3. En fait, vous n'avez rien fini, puisque ce sont en fait les humains qui sont les cobayes. Voilà, sur cette belle phrase, je pense qu'on peut conclure sur ce panel d'extraits qu'aujourd'hui, la phrase d'Emmanuel Macron, la phrase clé d'Emmanuel Macron, il y a dans nos sociétés une forme d'effondrement de toute forme d'autorité et donc de confiance dans la science et dans le système, eh bien c'est justifié. Parce que ces informations-là, elles sont accessibles à tout le monde et beaucoup de monde ont accès, du coup, à du savoir dont ils n'ont pas le droit d'avoir accès. Les gens se rendent compte qu'on leur a menti. Alors d'une manière ou d'une autre, avec divers contenus, divers professionnels, divers rapports, diverses expériences, bref, des données qui sortent de nulle part, mais qui finalement disent beaucoup de choses. Et ça les emmerde. Ça les emmerde parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle du système. Ils ont perdu la confiance des gens. Avec cette crise, ils ont été beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Je pense qu'ils ont voulu tester les limites des gens, mais en faisant ça, ils ont révélé complètement leurs cartes. Ce qui était un complot ou une théorie du complot avant est devenu une vérité pour beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à rattraper le tir. Ils ont beaucoup de mal à corriger leurs erreurs. Et donc, s'ils n'y arrivent pas, eh bien, il faut juste faire taire les gens et imposer un consensus informationnel, histoire d'avoir un seul discours, une seule idéologie, un seul narratif, une seule moraline. Et ceux qui vraiment ne veulent pas rentrer dans le cadre, eh bien, on les défoncera, il n'y a pas de problème. On aura les outils pour. Mais par contre, les autres, eh bien, on s'assure vraiment qu'ils ne se réveillent jamais. C'est vraiment, on vous fait une perfusion de ça dans les veines, cette petite pilule bleue là. Si vous avez vu Matrix, vous savez ce que c'est. C'est la pilule du mensonge. C'est la pilule de l'illusion. Eh bien, on est dedans, là. Ils sont en train de nous perfuser avec ça, là. C'est un système qui va nous perfuser H24. Et les autres, ceux qui ont mangé ça, bah eux, ils seront bons à être effacés, rebootés. Voilà. On s'en débarrassera d'une manière ou d'une autre, mais on s'en débarrassera. Dans tous les cas, voilà.
Voilà pourquoi il y a une défiance envers ces autorités. Pourquoi ils ont besoin de tout ça, de cette censure. Ils en ont besoin pour survivre, tout simplement. Retournons voir Macron, maintenant qu'on a fait cette petite conclusion, cette petite interlude qui remet les pendules à l'heure sur la vérité scientifique, sur le consensus scientifique et sur mon cul sur la commode, là.